Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce soir également, c'est la présentation des états financiers. Il y a également là, Mme Isabelle Dufour, qui est notre nouvelle directrice des finances, qui nous accompagne ce soir. Donc, pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 10 juin à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, C, lecture au dépôt des minutes, suivi en 1, présentation et dépôt des états financiers au 31 décembre 2023, en 2, rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2023, en 3, adoption d'une résolution pour déterminer le mode de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants. En D, règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-11 pour le 175 rang Saint-Antoine-Nord, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-12 chemin de l'horizon boisé, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique portant sur une demande d'usage conditionnel pour le 45 rue Saint-Jean-Baptiste, suivi en 6, l'adoption s'il y a lieu de la demande d'usage conditionnel. En 7, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R853-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale R608-2014 afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons, suivi en 8 de l'adoption finale s'il y a lieu du règlement R853-2023. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R886-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin de modifier la superficie minimale d'un terrain pour une maison unifamiliale jumelée dans la zone H254, secteur rue de l'Albatros, suivi en 10 l'adoption s'il y a lieu du premier projet de règlement R886-2024. 11. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R887-2024, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un bâtiment à usage mixte dans la zone C130, secteur rue Ambroise-Favard, suivi en 12 l'adoption s'il y a lieu du premier projet de règlement R887-2024. En 13, adoption s'il y a lieu du règlement numéro R885-2024, établissant les limites de vitesse dans le secteur du domaine Charlevoix. Résolution, administration et législation. 1. Dépôt d'une déclaration modifiée des intérêts pécuniaires. En 2, inondation, cession de terrain. A pour le 76-78 rue Saint-Joseph. En B, 80 rue Saint-Joseph. En C, 25 rue des Cèdres. Et en D pour le 21 rue des Cèdres. 3. Un programme TACQ 2019-2023, reddition finale. 4. Rue Richelieu, entérinement d'une entente s'il y a lieu. 5. Propriété du 32 rue Leclerc, démolition. 6. Achat de 2 mini-maisons, entérinement du protocole d'entente et décret. Dans voirie hygiène du milieu, 7. Travaux et réfections durant Saint-Placide Sud, décompte progressif numéro 2. 8. Nettoyage des étangs, décompte progressif numéro 2. 9. Raccordement des propriétés immunisées, décret. Et en 10, location avec option d'achat d'un souffleur à neige, adjudication de la soumission. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 11, programme PRQ, propriété du 112-114 rue Saint-Jean-Baptiste, autorisation de paiement. En 12, demande de permis en zone PIA pour le 45 rue Saint-Jean-Baptiste.
Dans loisirs, parcs et culture, 13 demandes du Musée d'art contemporain dans le cadre du symposium pour le projet Rivage et Boisé. Et en 14, Fêtes nationales et Fêtes du Canada, diverses autorisations. Dans l'affaire nouvelle, délégation, demandes diverses, un tournoi de balles donné du 6 au 8 septembre et en 2 dimanches musicaux à Maison-Mère, demande de commandite. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mai 2024. Suivi en I, période d'intervention des membres du Conseil, G, questions du public et encore levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre un proposeur. On est rapide. Je vais prendre un proposeur pour l'ordre du jour. Donc, j'ai M. Boily qui s'empresse de proposer l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? Donc, j'ai M. Ménard. Donc, l'ordre du jour est adopté. Donc, on serait maintenant rendu à la présentation et dépôt des états financiers au 31 décembre 2023. Donc, j'ai M. Sébastien Roy qui est comptable également, qui est vérificateur externe, là, qui va effectuer la présentation des états financiers. Donc, merci à M. Roy d'être présent. On va régler le problème au niveau du micro, puisqu'on est à la télévision, qu'on puisse bien se faire entendre. Donc, je vous laisse la parole, M. Roy. Merci beaucoup. Proche, OK. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, c'est le défi annuel là, de présenter les états financiers de la ville de Baie-Saint-Paul pour 2023 dans un temps relativement court. Alors, il va y avoir beaucoup de chiffres en peu de temps. J'espère que vous êtes en forme. Alors, on va commencer tout de suite. Il va y avoir quatre sujets, dans le fond. On va commencer par le surplus de l'année 2023. Ensuite, on va regarder le surplus accumulé au 31 décembre 2023. Ensuite, on va parler des investissements, puis on va parler de l'état de la dette. Et puis, ça va faire le tour pas mal là, du rapport financier pour l'année 2023 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Alors, allons-y, commençons par le premier sujet, le surplus de l'année. Vous avez des tableaux ici en avant aussi qui vous résument là, pas mal la situation. Donc, si on commence avec le surplus, dans le fond, dans une municipalité, il y a trois aspects qui composent le surplus. Dans une entreprise, normalement, on parle de revenus et de dépenses. Dans le municipal, il s'en ajoute une troisième qu'on va voir. Mais commençons par les deux premières avec lesquelles on est assez familier, donc les revenus. Donc, les revenus de fonctionnement. Qui contrôle? C'est toi, Gilles? Parfait. Les revenus de fonctionnement pour l'année 2023, vous les avez là. Donc, de la manière qu'on vous présente ça, dans le fond, vous voyez les sources. Les différentes sources de revenus. Donc, on parle de revenus de 23,6 millions en 2023. Vous voyez d'où ça vient principalement, les deux premiers en haut, là, au niveau de la taxe municipale et les compensations tenant lieu de taxe. Ensemble, ça représente encore une fois cette année 82 % de l'ensemble des revenus de la municipalité, donc très important. Puis vous avez les différents autres revenus là, de moindre importance, mais quand même, donc les transferts, plus proches encore, les transferts fonds qui sont des subventions du gouvernement, les services rendus aux citoyens et aux autres municipalités qui sont là, l'imposition de droits, on parle de droits de mutation principalement, donc qui font partie là, de l'imposition des droits, et tous les autres revenus là, de la municipalité. Donc, vous voyez, total 23,6 millions, première composante de votre surplus cette année. La deuxième composante, évidemment, les dépenses, donc les charges de fonctionnement. Donc, là, on vous les présente selon les fonctions de la municipalité. Donc, vous voyez les différents rôles là, de la municipalité. Vous voyez le poids relatif aussi de chacun de ces rôles-là. Donc, l'administration générale, 2,7 millions de dépenses cette année. La sécurité publique, ça inclut les inondations. Donc, on n'a pas le choix d'en parler cette année. Donc, un poste très important là, cette année, 3,9, presque 4 millions là, en dépenses cette année. C'est effectivement plus élevé là, que les années passées. Le transport, évidemment, la voirie. Hein? Donc, l'hygiène du milieu, ça regroupe l'aqueduc, l'égout, donc tous les services que la municipalité vous offre. Santé, bien-être, une petite fonction, pas beaucoup de dépenses dans ça. Aménagement, urbanisme et développement, on a la maison-mère qui fait partie de cette catégorie-là. Loisirs et culture, donc les loisirs, évidemment, un grand rôle là, important pour la municipalité, comme à chaque année. Donc, 3,8 millions de dépenses en loisirs et culture.
Et vous avez les frais de financement pour clore la section des charges. Donc, évidemment, la hausse des taux d'intérêt est venue jouer aussi aux frais de financement. Donc, on a une augmentation là, cette année à 1,6 million. Donc, des charges, l'ensemble des charges, vous en avez pour 20 millions cette année. Donc, des revenus de 23 millions, des charges de 20 millions. Normalement, comme je vous disais tantôt, dans une entreprise, on s'arrêterait là. Mais dans le municipal, on a également un troisième aspect qui sont les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, on doit tenir compte, on parle de fins fiscales au niveau municipal parce que le surplus, on va aller chercher le surplus qui a un impact sur la taxation. Taxation municipale étant le fiscal là, dans les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, il y a deux autres aspects qui composent là, les éléments de conciliation dont on doit tenir compte dans le surplus. Il s'agit des remboursements de la dette à long terme. Évidemment, au final, la dette à long terme est remboursée par vos taxes municipales. Donc, on doit en tenir compte dans le surplus à des fins fiscales. Et l'autre aspect qui est un peu plus nébuleux, mais ce sont les affectations, c'est que les municipalités ont la possibilité d'aller chercher le surplus des années antérieures pour payer leurs dépenses courantes. Donc, quand on a une municipalité qui a des surplus accumulés, la plupart en ont, c'est très bien là, pour les administrateurs d'aller chercher dans ce surplus-là pour aller financer les dépenses plutôt que d'aller encore taxer les contribuables. Donc, quand on a des surplus, il faut les utiliser et on les utilise justement à cette ligne-là. Donc, c'est pour ça qu'on vient considérer là, un montant au niveau des affectations qui touche le surplus de l'année. Donc, 1,6 million dans les éléments de conciliation. Si vous mettez les trois éléments ensemble, donc les produits, les revenus, les charges et les éléments de conciliation, vous allez arriver à votre surplus de l'année, qui est cette année, en 2023, là, donc de presque 2, 1 997 000. Là. C'est le résultat pour l'année 2023 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est son surplus de l'année en cours. Comment on peut l'expliquer? On sait qu'il vient des revenus, des dépenses et des éléments de conciliation, mais comment on l'explique? Donc, c'est qu'on a fait, au niveau des revenus, on a fait des surplus là, par rapport à ce qui avait été prévu au budget en termes de taxes municipales et en termes de droits de mutation. En termes de dépenses, on a des économies au niveau des dépenses, surtout en termes de salaire, d'honoraires professionnels et aussi un petit peu dans l'entretien et réparation, mais surtout salaire et honoraires professionnels. Et pourquoi on dit qu'on a des économies par rapport au budget? Bien, il y a deux raisons principales. On a remplacé quelques employés, donc qui étaient là, en haut de l'échelle, là, près de la retraite. Puis on a remplacé ça par des employés qui commencent. Donc, ça fait une économie, évidemment, au niveau du salaire à ce niveau-là. Mais la principale raison est indirectement liée aux inondations. Donc, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que les inondations ont fait en sorte que les employés de la ville et aussi les honoraires professionnels, les professionnels qu'on engage, en fait, au lieu de travailler à ce qu'ils travaillaient habituellement ou à ce qui était prévu de travailler, bien, ils ont été obligés de s'occuper des inondations. Donc là, on a des employés qui ont travaillé à d'autres choses, à s'occuper des inondations plutôt que ce qui était prévu. On a des projets qui ont été mis sur pause étant donné qu'on a été obligé de s'occuper des inondations. Et les inondations sont traitées non pas dans les revenus de fonctionnement, mais sont dans les revenus d'investissement. Donc, on a des économies, entre guillemets, au niveau de salaire dans le fonctionnement parce que les employés n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire là, si on n'avait pas eu d'inondation. Donc, c'est un peu une économie par rapport à ce qui n'a pas été fait. On va dire ça comme ça. Là. C'est la façon la plus simple de l'expliquer. Fait que voilà, au niveau du surplus, donc on sait d'où il vient, on l'a bien expliqué maintenant. On va regarder le deuxième aspect des états financiers, soit vos surplus accumulés. Donc, les surplus accumulés au 31 décembre, les surplus se divisent en deux. Donc, on a les surplus non affectés et les surplus affectés. La seule différence entre les deux, c'est que les surplus affectés, on sait déjà à quoi ils vont servir, tandis que le non affecté, bien, il est libre. Il est libre de toutes les affectations. Donc, si on fait la continuité de ces deux surplus-là, on a commencé l'année avec un surplus non affecté de 2,5 millions. On a utilisé une partie de ce surplus-là. Votre conseil, donc, est allé piger là, dans votre surplus pour financer des dépenses au cours de l'année
à raison de 962 000. Donc, on a une réduction à ce moment-là de notre surplus. Et puis, vous avez l'excédent de l'année là, qui vient s'additionner, l'excédent de 1,9 million, de près de 1 997 000, qui vient s'additionner à votre surplus non affecté. Donc, on finit l'année avec 3,6 millions de surplus non affecté. Et puis, au terme de surplus affecté, on a commencé l'année à 1,2 millions presque, là, 1 164 000. On en a utilisé 500 000 cette année et on finit l'année à 621 000 de surplus affecté. Donc, à quoi est-il affecté ce surplus-là? La prochaine étape vous le détaille un petit peu. Donc, vous avez des surplus affectés depuis plusieurs années dans l'art public. Donc, une petite augmentation là, au niveau d'un surplus affecté à l'art public. Donc, c'est des montants qui sont que la municipalité a. Elle va pouvoir se servir là, pour promouvoir l'art public. On a réservé un montant cette année là, pour la vidange des boues. Donc, ça, c'est les bassins d'épuration. Donc, ça coûte quand même des bons montants. Donc, on se réserve un montant pour ça. Et puis là, vous avez une multitude d'autres surplus affectés, là, donc qui sont sommarisés en bas dans la ligne autre, là, à 284 000. Donc, le total de 621 000 est là, à la fin de 2023. En plus des surplus affectés, la Ville a aussi déjà reçu des montants pour des dépenses à venir là, dans les prochaines années. Donc, ça se trouve à être les revenus reportés. Vous en avez pour 3,3 millions à la fin de l'année 2023 et ils sont détaillés un petit peu là, au niveau du tableau. Donc, c'est principalement des subventions du gouvernement pour des projets qui s'en viennent en 2024. Donc, je vous en ai nommé deux, là, la piste cyclable et il va rester évidemment des travaux à faire pour les inondations. Donc, 2,3 millions de subventions déjà reçues, mais qui vont couvrir des dépenses de l'année 2024. Puis vous avez toujours les mêmes qui datent de plusieurs années. Donc, carrières sablières, c'est simplement les exploitants de carrières sablières sur le territoire de la Ville payent des redevances à la Ville. Et la Ville doit utiliser ces montants-là pour réparer les chemins qui sont empruntés par ces exploitants-là. Pour la campagne Arena, c'est la grande campagne de participation du milieu qui a eu lieu l'année passée. Et puis, là, vont évidemment être mis là, sur l'Arena. Puis le fonds de parc et terrain de jeu, quand les promoteurs font des développements sur le territoire de la municipalité, ils sont obligés de verser un montant à la Ville pour la promotion, le développement là, des parcs. Donc, c'est un montant qui est là, qui s'accumule également. Donc, 3,3 millions de revenus reportés. Donc, c'est toutes sortes de petits surplus accumulés là, que la Ville a, soit en surplus accumulé ou en revenus reportés, mais c'est des montants qui vont être disponibles là, pour l'avenir. On est rendu au troisième sujet sur 4, donc vos investissements pour l'année 2023. Donc, quels ont été vos investissements pour l'année 2023? Vous en avez fait pour 11 millions. Évidemment, en tête de liste, vous avez les inondations. Donc, pour ceux qui se le demandaient, en 2023, les inondations vous ont coûté 3,6 millions d'investissements. On vous met une colonne à côté là, pour bien vous rappeler là, que ce n'est pas tout vous qui allez payer ça. Là. Le ministère participe aussi. Donc, pour ce qui est des inondations, le ministère participe à hauteur de 75 %. Il va vous rester évidemment 25 % que vous allez devoir assumer. On a ensuite des investissements dans nos bâtiments. Donc, les trois principaux, j'ai mis Maison Mère à 1,8 million. L'agrandissement de la caserne incendie, 1,7 million. Et puis l'Arena, évidemment. Donc, la fin là, de l'Arena phase 2 là, à 800 000. Comme à chaque année, également, on a des investissements en voirie, en réparation pour les chemins sur la municipalité. Donc, le principal chantier en 2023 a été évidemment Monseigneur de Laval, donc le boulevard Monseigneur de Laval, et un plus petit chantier, mais quand même, la rue Forgette. Il y a également eu des investissements en hygiène du milieu là, au niveau du réseau d'aqueduc. Le principal était celui du chemin de l'Équerre pour le développement qui s'en vient dans ce secteur-là. Et on a eu aussi des investissements là, dans la flotte de véhicules pour la voirie. Donc voilà, quand même pas mal d'actions là, en 2023, donc 11 millions d'investissements. Et le dernier sujet, le financement, donc l'état de la dette à long terme pour ces investissements-là, entre autres.
Donc, cette année, une année plus tranquille que l'an passé au niveau des emprunts. On a des nouveaux emprunts cette année pour 4,4 millions. On a des remboursements pour 3,5. Donc, une augmentation là, de la dette à long terme de moins de 1 million. Et vous avez le solde en bas du dernier tableau. Donc, pour ce qui est de la ville de Baie-Saint-Paul, au 31 décembre 2023, on aurait une dette à long terme là, totale de 54,8 millions, dont 8 millions à la charge du gouvernement du Québec et 46 millions à la charge de la municipalité. Je vous présente 2 petits ratios pour finir. Donc, c'est le service de la dette sur les dépenses réelles. Donc, ça représente simplement la portion de la dette à long terme, la pointe de tarte là, de la dette à long terme par rapport à toutes vos dépenses, par rapport aux dépenses de l'ensemble de la ville. Donc, on est à 18 % cette année. Et le dernier, c'est le montant de la dette à long terme sur l'évaluation, l'assiette d'évaluation municipale de la ville. Ça représente seulement 4 %. Donc, vous voyez en même temps l'évolution de ces 2 ratios-là par rapport à l'année passée. Donc, une petite augmentation au niveau du service de la dette sur les dépenses, mais très stable là, au niveau du solde de la dette à long terme sur l'évaluation imposable. Fait que voilà. Comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de chiffres en peu de temps, mais c'est quand même un bon défi là, de résumer tout ça en une dizaine de minutes. Merci beaucoup, M. Roy. Donc, les états financiers sont déposés maintenant. On serait aux questions du public. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions pour le vérificateur comptable? Non. Donc, nous allons clore cette période de questions du public, cette première période exclusivement sur les états financiers. Maintenant, j'en serais rendu au point C2, rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2023. Oui, on peut, on peut vous libérer, M. Roy. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Donc, dans la loi, là, le maire se doit de commenter les états financiers là, par les faits saillants durant la dernière année. Donc, évidemment, l'année 2023 a été marquée par les épisodes des inondations. On a fait le choix au niveau de la ville quand même là, de porter là, certains investissements au niveau des emprunts, puisque en même temps, lorsqu'on change des infrastructures qu'on a à investir, c'est amorti sur plusieurs années et c'est toutes les générations qui se doivent là, de payer pour ça. C'est pas seulement que les gens qui sont présents là, dans le présent. Donc, au niveau des états financiers vérifiés, là, malgré les inondations, on a enregistré, là, comme le vérificateur comptable le mentionnait, un surplus de fonctionnement là, de 1 997 000 $, donc on va dire 2 millions 31 décembre 2023, qui s'explique entre autres par les droits de mutation immobilière. Donc les droits de mutation, c'est la fameuse taxe de bienvenue. À chaque fois qu'il y a des bâtiments là, qui se vendent là, sur le territoire de la municipalité, la ville là, touche des montants. Donc on parle de 264 000 $ de plus là, de ce qui avait été prévu et également des revenus de 251 000 $, qui sont de plus là, au niveau de la taxation. Il y a eu plus de construction que prévu au niveau du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, ce qui fait en sorte d'augmenter les revenus là, de par la taxation. Et il y a eu une économie là, de 657 800 $ là, en ressources humaines. M. Roy l'a expliqué tantôt. Il y a quand même plusieurs postes de dépenses qui ont été là, retransférés au niveau des inondations. Il y a encore beaucoup de retard au moment où on se parle dans l'organisation. Il y a plusieurs services qui également ont été impactés là, par les inondations et on a dû là, remettre là, plusieurs dossiers à plus tard dans l'échéancier. Donc, les gens travaillaient sur les inondations, ce qui fait en sorte que le tout là, a été là, porté sur ce dossier-là. Et en même temps, le ministère de la Sécurité publique là, contribue là, pour les salaires à ce niveau. Et il y a des employés qui ont quitté l'organisation, qui ont été remplacés là, par des employés qui sont dans des échelons inférieurs, ce qui fait en sorte là, d'arriver avec des économies. Et on a quand même là, coupé aussi là, dans certains contrats en horaire professionnel qui étaient donnés là, à l'externe là, dans le passé. Donc, ça, c'est quand même là, des bons coups à ce niveau-là. L'exercice financier 2023, donc, on présente un surplus maintenant non affecté total de 3,6 millions. Pour une ville de la taille de Baie-Saint-Paul, on était à 1,6 million là, avant ce dépôt et c'est pas gros. Un surplus non affecté de 1,6 million là, pour une municipalité de la taille de Baie-Saint-Paul, là, c'est très modeste. On se rappellera, dans les dernières années, on a dû rembourser le ministère des Finances
finances là, via la contestation en taxe du nouvel hôpital. Il y avait une contestation de la part du gouvernement du Québec sur la valeur foncière de l'établissement de santé et de services sociaux, ce qui a fait en sorte qu'on a dû rembourser quelques millions. Lorsqu'on arrive à faire un chèque de quelques millions comme ça, c'est quand même là, pas négligeable pour les finances de l'organisation. Donc, de revoir comme ça là, un petit coussin, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. On l'a vu en 2023. Il arrive des imprévus des fois où on n'a pas le choix de sortir certaines liquidités. Donc, c'est quand même là, un surplus de 3,6 millions là, pour Baie-Saint-Paul, c'est pas trop. Et ce qu'on voulait en même temps comme conseil, c'était d'assainir également nos finances publiques. Donc, il y a eu des compressions budgétaires dans le budget 2024. On a commencé en 2023, mais bref, ce qu'on veut, c'est de redonner une ville en saine santé financière. Du côté de la dette, mais ça, je sais que c'est quelque chose qui intéresse grandement autant les citoyens et les gens de la presse. La dette de la ville de Baie-Saint-Paul se situe maintenant à 54,8 millions. Il y a un 8,3 millions qui est à la charge du gouvernement du Québec. Donc, ça qui n'est pas à la charge directe de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, ce qui fait en sorte d'avoir une dette de 46,4 millions à la charge des citoyennes et des citoyens de la ville de Baie-Saint-Paul. Et une dette, on peut dire ce qu'on veut à des chiffres, hein, mais ce qui est important, c'est d'avoir des infrastructures qui sont en santé. On peut dire, on n'a aucune dette, la ville, mais si tout est à changer, bien, on n'est pas plus avancé. Et à Baie-Saint-Paul, on a quand même fait un choix audacieux de saisir les opportunités lorsqu'on voit des programmes de subvention où on a l'opportunité des fois à 75, à 80 ou des fois même de façon plus bonifiée d'investir dans nos infrastructures, bien, on saisit les opportunités. Lorsqu'on a refait l'Arena Luc et Marie-Claude, c'était une infrastructure de loisirs et de sport qui datait des années 70. Lorsqu'on est arrivé en refaisant l'infrastructure, on n'avait pas trop le choix. Et aujourd'hui, je crois qu'à Baie-Saint-Paul, il n'y a plus personne qui doute de la nécessité. Lorsqu'on a refait l'Arena, on a été en mesure d'accueillir des compétitions sportives d'envergure. On a accueilli les anciens Canadiens en 2023. On va accueillir un match des Remparts de Québec contre les Saguenayens de Chicoutimi en septembre prochain. Il y a d'autres également événements qui sont dans les cartons qu'on annoncera en temps et lieu. Au niveau de Maison-Mère, hein, un complexe qui appartient à la ville de Baie-Saint-Paul, c'est patrimonial. Ça date des années 1800, donc c'est clair que lorsqu'on investit dans le bâtiment, ça a des coûts. Et ça, on a fait le choix également d'investir à Maison-Mère 1,8 million dans la dernière année. Le service incendie, on est bien heureux d'avoir un service incendie qui soit proactif à Baie-Saint-Paul. Je le mentionne souvent, quand je me couche le soir, je suis en sécurité. Je suis pas convaincu que c'est ça dans toutes les municipalités au Québec, mais bref, à Baie-Saint-Paul, on a des gens vraiment qui sont très compétents, qui sont en mesure d'intervenir. On a une flotte d'équipements qui est indéniable et on est le service incendie, qui est le service centre pour la MRC de Charlevoix. Donc, on dispose de certains équipements qui sont utilisés pour aller sur l'ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix. Là. Je pense les équipements en sauvetage lorsqu'on doit aller en motoneige l'hiver, lorsqu'on doit aller en VTT l'été sur la ZEC, sur le parc des Grands Jardins, tout cela. Donc, ça fait en sorte d'avoir des équipements qu'on doit entreposer. Et la réfection de la caserne, elle était également nécessaire. Donc, on a quand même investi 1,7 million de dollars dans le service incendie dans les dernières années. Sur les 11 millions d'investissements, il y en a eu également 3,6 millions pour les inondations. Donc ça aussi, c'était plus que nécessaire et c'est pas terminé. On devra encore contribuer dans le futur. Il y aura des annonces également qui s'en viennent, de bonnes nouvelles, et c'est imminent sur la question de l'aménagement du centre-ville, les fameux ouvrages de protection. Donc on devra encore collaborer à ce niveau-là. Et on va continuer encore de saisir les opportunités tout en ayant une saine gestion des finances publiques. Donc, d'avoir plus ou moins une augmentation d'1 million de dollars de la dette cette année, c'est quand même de bonnes nouvelles. On travaille également à diversifier les sources de revenus. Il y aura également d'autres annonces ultérieurement, mais on va continuer de travailler sur la saine gestion des finances publiques. Et je remercie également tous les membres du Conseil qui m'accompagnent pour le bon travail, les gens de la direction générale, l'ensemble des directeurs, le service des finances, donc tous ceux et celles qui travaillent de près ou de loin à assainir les finances publiques de la ville et à continuer un développement responsable de la municipalité. Donc, je vous remercie. Donc, ça fait le tour pour mes faits saillants sur les états financiers. On serait maintenant rendu à C3, adoption d'une résolution pour déterminer le mode de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants. Donc, ce que je viens d'effectuer, à chaque année, on le fait. Et
vous vous souvenez, là, il y a la Commission municipale du Québec là, qui fait des audits de performance sur les municipalités. Donc, au hasard, il y a différentes municipalités qui sont auditées sur différentes choses. On l'a été sur les états financiers dans les dernières années et il n'y avait pas de résolution là, sur comment le rapport du maire était diffusé là, dans les médias ou encore sur les plateformes technologiques. Donc, ce soir, c'est une résolution là, technique pour dire que le rapport que je viens d'effectuer là, sera mis dans nos médias locaux ainsi que sur le site web de la municipalité. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Maintenant, dans la section D, règlement consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-11, c'est le 175 rang Saint-Antoine-Nord. Donc, c'est pour autoriser la création d'un lot dont la largeur de la ligne avant sera de 10,01 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. Les raisons qui sont évoquées par le requérant, c'est qu'on veut créer un lot familial qui peut être transmis à ces deux filles. La dérogation mineure ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Ça respecte également nos différentes exigences en aménagement du territoire. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni sur le dossier et recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce que, M. Bouchard, on avait reçu des commentaires? Donc, aucun commentaire. Je vais clore la période de consultation publique et je vais demander si j'ai un proposeur. Je vais le proposer ou appuyer. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, ça va pour tout le monde. Cette demande est adoptée. En D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-12, c'est pour le chemin de l'horizon boisé. Donc, c'est pour autoriser la création d'un lot d'une superficie de 3208,1 mètres carrés, alors que la réglementation prescrit une superficie minimale de 4000 mètres carrés. La raison qui est invoquée, c'est à savoir que c'est pour permettre la vente de 3 terrains à coût moindre et ainsi permettre la construction de 3 résidences. La dérogation mineure ne devrait pas non plus porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. C'est une condition qu'on avait mis en fait d'avoir des terrains qui étaient à moindre coût dans ce quartier-là. On a eu des négociations avec les promoteurs. C'est une exigence qui a été faite. C'est notarié. On a passé chez le notaire, moi et M. le greffier, la semaine dernière et c'est notarié. Donc ça, c'était une condition qu'on voulait. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande également d'accorder la dérogation. Donc on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui sont présents et qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires au préalable? Aucun. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Donc, M. Duchesne propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, la dérogation est adoptée. En D5, consultation publique portant sur une demande d'usage conditionnel pour le 45 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est pour autoriser une unité d'habitation accessoire. Quand je parle des unités d'habitation accessoires, c'est des gens qui veulent reconditionner leur garage en logement, qui veulent reconditionner le bâtiment, tout ça. Et là, on en a un sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, pour agrandir un bâtiment existant aux dimensions de 10 par 14, transformation, aménagement en unité d'habitation accessoire, revêtement extérieur en bois ou cannexel, toiture en acier prépeint ou même teinte que le bâtiment principal. Les travaux sont également conformes à nos différents règlements en urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également au conseil d'aller de l'avant avec la dérogation. Et ça, on le mentionne, il y a une problématique. L'enjeu de se loger, ce n'est pas exclusivement à Baie-Saint-Paul. C'est un enjeu qui est national. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir de la boîte. On a eu depuis plusieurs années un modèle au Québec. C'est le fameux logement qui appartient aux propriétaires privés où on acquiert la facture avec un bail annuel, tout cela, ou sinon on est propriétaire d'une maison. Mais il faut quand même arriver avec d'autres solutions puisque l'enjeu n'est pas facile et de revoir qu'on prend en sorte qu'on prend certains bâtiments et qu'on décide de leur donner une deuxième vie, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a d'autres municipalités qui ont également emboîté le pas et je suis convaincu qu'on va en voir d'autres arriver sur le territoire dans les prochaines années. Donc, consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce sujet? Non. M. Bouchard, est-ce qu'on a des commentaires? Aucun. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Donc, le tout est adopté.
En D7, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R853-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale R608-2014 afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons. Donc, on avait fait la première adoption lors de la précédente séance. C'est pour la zone commerciale du quartier des Moissons ainsi que le parc agroalimentaire. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une harmonie et on veut que la nouvelle zone industrielle I-269, que le secteur connu et désigné comme le parc agroalimentaire soit assujetti à tout cela. C'est vraiment pour l'aménagement et oui, c'est un quartier qui ne sera pas tous pour un usage résidentiel. Cependant, on ne veut pas que ce soit non plus la route 138. On veut quand même qu'il y ait un certain aménagement, qu'il y ait une ressemblance également, qu'on n'ait pas différents commerces avec différents types d'enseignes, tout cela. Donc, on veut une certaine harmonie. Et je crois que tout le monde là, sera d'accord avec ces arguments. On est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui veulent s'exprimer sur le sujet présent? Non. Est-ce qu'on a eu des commentaires au préalable? Aucun. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard et j'ai M. Besson qui secondent. Donc, c'est adopté. En D9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R886-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin de modifier la superficie minimale d'un terrain pour une maison unifamiliale jumelée dans la zone H-254, c'est sur la rue de l'Albatros. C'est le promoteur du projet domiciliaire connu et désigné comme Multi-Habitation Charlevoix qui a demandé à la ville de Baie-Saint-Paul une demande d'amendement pour que soit diminuée la superficie minimale requise pour une maison unifamiliale. C'est ça, à l'intérieur de la zone, notre réglementation demandait 360 mètres carrés. Et là, ce qu'on nous demande, c'est 300 mètres carrés. Également, ça va venir diminuer le coût de l'habitation. C'est les mêmes arguments que je vous disais tantôt. Hein. On a une problématique au niveau et de l'accès à la propriété. C'est pas toujours facile. On entend souvent dire les coûts sont élevés, tout cela, pour acquérir une propriété. Donc, on veut que ça soit le plus abordable possible. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande aussi à la ville d'aller de l'avant avec la dérogation mineure. C'est un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai M. Fizette qui dépose l'avis de motion. C'est la première, on va adopter aussi le premier projet de règlement. Comme M. Fizette vous déposez l'avis de motion, vous allez être le proposeur. Et j'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. En D11, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R887-2024, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un bâtiment à usage mixte dans la zone C-130 sur la rue Ambroise de Fafard. Donc, c'est le bâtiment où abrite la boutique Madame Butterfly sur le terrain à l'arrière. Donc, on va ériger également une unité d'habitation accessoire. C'est un garage qui sera reconditionné en appartement. Donc, c'est intéressant. On fait en sorte de maximiser le nombre d'appartements qu'on peut avoir sur le territoire. Il y a déjà même plusieurs familles qui, malheureusement, seront à la rue à la fin du mois-ci, du mois de juin. Donc, on veut le plus possible qu'on soit dans le futur. L'appartement, évidemment, ne sera pas prêt demain matin, mais on est du moins en mode solution. Donc, c'est un avis de motion pour modifier notre réglementation, puisqu'initialement, la réglementation de la Ville ne permettait pas ce type d'habitation sur la rue Ambroise-Fafard. Maintenant, on va le permettre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? J'ai Mme Bouchard qui dépose l'avis de motion. Donc, on a une première adoption. Vous allez être également la proposeur. Et j'ai M. Fizette qui va seconder le tout. En D13, adoption s'il y a lieu du règlement numéro R885-2024 établissant les limites de vitesse dans le secteur du domaine Charlevoix. Il y avait eu l'avis de motion qui avait été déposé à la séance du 13 mai dernier. La vitesse, je n'ai pas besoin d'en parler, mais je vais en parler pareil. Je pense que plus on le dit, plus ça a des chances. Au moins, si j'ai la chance qu'une seule personne modifie son comportement ce soir en m'entendant, que ce soit dans la salle ou à la télévision, je me dis que c'est toujours bien une personne qui va du moins ralentir avec son véhicule. On a un problème de vitesse, c'est partout sur le territoire. Je suis souvent en copie conforme de l'ensemble des courriels des conseillers qui ont leur district et
Et tout le monde nous écrit, dire « Ah, je reste sur la rue la plus rapide de Baie-Saint-Paul. » Ils sont tous rapides. Là. Tout le monde dit qu'il y a de la vitesse, que ce soit dans les différents quartiers, sur le centre-ville, à Saint-Antoine, à Saint-Placide, dans le chemin Saint-Laurent, partout. Bref, là, je nommerai toutes les rues de la municipalité. Il y a un problème de vitesse. C'est des gens qui conduisent les véhicules, ce n'est pas des robots. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde porte une attention à cela. Et là, dans le domaine Charlevoix, ce qu'on vient faire, c'est qu'on abaisse à 40 km/h sur le chemin du domaine, donc qui est le chemin principal, la vitesse. Et dans les rues qui sont perpendiculaires, là, dans les rues parallèles, on va y aller avec 30 km/h. On est en harmonie également avec la municipalité des Éboulements, puisque le domaine Charlevoix, il y en a 60 % du côté de Baie-Saint-Paul et un 40 % du côté des Éboulements. Et la vitesse, on ne le dit jamais assez, faites attention, là, on est à la saison estivale qui arrive à grands pas. Les jeunes ont ressorti leurs vélos, les trottinettes, tout ça. Faut porter attention. Il y a la fin des classes qui s'en vient dans les prochains jours. Donc, on va avoir de plus en plus de jeunes familles qui vont être sur les pistes cyclables, qui vont traverser les différentes intersections. Faites attention. Dans les quartiers, il y en a des fois qui nous demandent à la ville, j'aimerais ça que la Sûreté du Québec soit présente. Je fais des pressions, des fois je parle avec la SQ, les policiers y vont, puis souvent, c'est des personnes qui sont les voisins, tout ça, c'est le voisinage qui se font pincer, ou même des fois, ça a déjà arrivé que c'est la personne qui avait demandé que la police vienne qui s'est fait pincer. Donc, le message, je prends la peine d'en reparler ce soir, puisque c'est important. Il faut faire attention. On a tous une responsabilité là, d'abaisser notre vitesse. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui secondent. En E, section administration et législation, dépôt d'une déclaration modifiée des intérêts pécuniaires. Donc, c'est un membre du conseil là, qui transmet sa déclaration à jour. Donc, c'est un dépôt. En 2, inondation, cession de terrain. Donc, c'est comme on a eu là, déjà au préalable là, des gens qui démolissent leur résidence. Par la suite, il y a la possibilité de céder le terrain là, pour $1 à la ville. Qu'est-ce qu'on va faire avec les terrains? On ne le sait pas encore. C'est toutes les mêmes choses avec les terrains. Il y a des réflexions qui vont s'entamer bientôt. Qu'est-ce qui pourrait être fait? On sait que lorsqu'il y a eu démolition, qu'il y a eu là, de l'indemnisation du ministère de la Sécurité publique, il ne peut pas y avoir de construction d'un autre bâtiment. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ça peut devenir des stationnements. Le propriétaire de l'immeuble voisin peut acquérir aussi là, la parcelle de terrain pour augmenter la superficie de son terrain en mettant des arbustes. On peut mettre des headsets, comme on dit en bon québécois. Il peut y avoir des jardins, tout cela. Donc, on va, dans les prochaines semaines et les prochains mois, là, travailler activement là-dessus. Il y aura évidemment des consultations là, auprès des citoyennes et des citoyens. Donc, les terrains que je vais énumérer là, seront cédés pour la somme de $1. Les frais de notaire et d'arpentage sont à la charge de la ville de Baie-Saint-Paul. La démolition et la remise en état du terrain à la satisfaction de la ville est à la charge du propriétaire. Et l'acte de cession là, sera signé là, chez le notaire là, par moi et le greffier lorsque le terrain sera remis en état. Et c'est ça. Donc, il y a quelques terrains. Donc, j'ai le 76, le 78 Saint-Joseph. Donc, ceux qui sont à la télévision là, nous voient l'immeuble à l'écran. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Besson qui seconde. En B, le 80 rue Saint-Joseph. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Boily et j'ai M. Besson qui seconde. On serait maintenant rendu en C, le 25 rue des Cèdres. Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Et le dernier, le 21 maintenant, rue des Cèdres. Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Maintenant, en 3, la TEC 2019-2023, reddition finale. Ça, la TEC, c'est sur la taxe sur l'essence. C'est pour corriger, en fait, là, notre programmation. C'était la dernière taxe sur l'essence. On l'avait utilisée là, presque exclusivement là, pour les travaux de la 138 là, qui avaient eu lieu là, dans l'année 2022 et 2023. Et comme il y avait eu un décalage des travaux, là, on doit corriger notre échéancier là, auprès du ministère. Donc, c'est vraiment là, pour corriger les dates là, de la période. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 4 rue Richelieu, entérinement d'une entente. Ça, c'est un dossier là, qui datait déjà depuis plusieurs années sur la rue Richelieu. Donc, on a une entente là, avec M. Mario Côté, là, qui est un de nos citoyens,
où ça n'a pas été toujours facile, là, je vais dire ça comme ça, dans les dernières années. Hein. Il y a eu plusieurs bâtiments qui ont été débutés. Ça a occasionné quand même là, des contraintes, là, on va dire, pour les citoyens voisins. Il y en a qui ont eu de la difficulté à vendre des propriétés, tout ça. Il y a eu même, on va dire, de la négligence et du laxisme. Là. Je vais y aller, je pèse pas mes mots, c'est ça. Et on en est venu quand même là, à des discussions. Il y a eu des avocats qui ont été retenus dans le dossier. Là. On parle quand même là, de plusieurs milliers de dollars en frais d'avocat. Je trouve ça déplorable qu'on en arrive là. Mais bref, ce soir, on a une entente là, qui, ce soir, là, le citoyen a déjà signé. La résolution va m'autoriser, moi comme maire et M. le greffier, à la signer. Par la suite, on va aller en Cour supérieure pour avoir là, un juge là, de la Cour supérieure qui va venir là, faire authentifier l'acte et que le tout là, puisse là, être inscrit en justice, que le citoyen devra respecter les obligations. En fait, les différents là, bâtiments là, dans l'ensemble là, devront là, les travaux devront être terminés là, d'ici le 31 décembre 2024. Et c'est ça, si le tout ne se déroule pas là, comme prévu, c'est clair qu'il y aura quand même des pénalités importantes pour le citoyen. Ça peut arriver aussi à ce que la ville fasse démolir la maison, les différentes maisons, on va dire, c'est des maisons, là, les différents bâtiments, du citoyen là, aux frais de la personne. Et il y a plein de choses qui sont prévues. Je remercie également Xavier Bessonne, là, qui est le conseiller du district 1, là, qui a mis plusieurs heures dans le dossier, dans les négociations. Donc, merci Xavier pour ton travail. Émilien également, notre greffier, qui a mis plusieurs heures dans ce dossier-là, tous les gens de l'organisation. Donc, je suis bien heureux ce soir qu'on en arrive à une conclusion. C'est dommage qu'on ait pris plusieurs milliers de dollars, tout ça. Bref, mais je suis content qu'on en arrive à une conclusion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, je m'en doutais, M. Besson et M. Fizette, qui seconde? Oui. En 5, propriété du 32 rue Leclerc, démolition. Donc ça, c'est un bâtiment là, c'est pas en lien avec les inondations, c'est en lien avec un incendie là, qui avait eu lieu dans les dernières années. Il y a eu un incendie, le bâtiment était perte totale. Donc, la ville avait acheté le bâtiment. C'était propriété de M. Stéphane Bouchard et M. Roger Brassard, mais ça a été M. Bernier dans le passé. Le bâtiment est maintenant abandonné et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on démolit la résidence et on va ériger un stationnement là, en 2025. Cette année, on démolit le bâtiment et par la suite, en 2025, là, il y aura la construction du stationnement. Il y aura là, évidemment l'enlèvement des fondations pour cette année, un aménagement de base. Donc, on prend 60 000 là, même le surplus là, de la ville pour procéder à ces travaux-là dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. En 6, maintenant, achat de 2 mini-maisons. Donc, ça aussi, c'est un beau projet. Ça, je suis bien fier de cela. On voit à la télévision également, là, il y a 2 bâtiments. C'est les jeunes là, du centre de formation professionnelle du centre de services scolaires de Charlevoix qui ont embarqué dans un projet pilote cette année. C'est les étudiants qui ont construit les maisons. Et on n'avait évidemment pas de main-d'œuvre à payer. Tout cela, c'était juste les matériaux, tout ça. Donc, ces 2 maisons-là nous coûtent 127 000 là, pour les 2. Donc, c'est quand même très abordable. C'est 2 maisons qui seront installées sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul et la ville va vendre ces maisons-là, évidemment, dans le futur à coût abordable. Donc, c'est 2 mini-maisons qui seront là, installées dans le secteur là, où se trouve la mini-maison du CIUS de la capitale nationale. Donc, très intéressant. Évidemment, c'est pas pour demain matin. Le tout devrait arriver au courant de l'automne. Il y a encore bien des modalités, tout sur la question du terrain, la question de tout ça. Fait que demain matin, pas besoin d'appeler à l'hôtel de ville pour dire que vous voulez là, acheter la mini-maison. C'est pas demain matin. Il va y avoir quand même là, des informations qui vont être diffusées au courant des prochains mois. Mais c'est ça, c'est quand même, là, c'est 206 000. Là, il y a un 127 000, puis il y a quand même là, des coûts là, qu'on doit là, pour faire le branchement auprès d'Hydro-Québec, qu'on doit mettre l'eau et l'aqueduc et les égouts, tout ça. Donc, on est quand même bien, bien heureux. Donc, c'est un montant qui sera pris à même le surplus non affecté, mais lorsqu'on va procéder à la vente, bien, l'argent retournera là, au niveau du surplus. Donc, c'est pour également me déléguer, M. le greffier, là, pour qu'on signe le protocole d'entente avec le centre de services scolaires. Mais je trouve que c'est très intéressant et on prend des gens de la communauté, des jeunes qui réinvestissent des connaissances et on se sert de ces connaissances-là pour arriver avec des mini-maisons. Et
C'est d'autant plus intéressant puisque c'est fait à faible coût et ces derniers développent des compétences transversales dans le domaine de la construction. Donc ça, c'est vraiment un projet auquel je suis bien fier. On sort encore une fois de la boîte et on ne le dira jamais assez, Baie-Saint-Paul, on essaie d'être innovant et de varier nos différentes possibilités qu'on a là, pour vaincre l'enjeu du logement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait Ça me fait plaisir de le faire. Chez Mme Bouchard également, qui s'implique énormément là, dans le dossier du logement. Donc, merci Annie de proposer le tout. Et j'ai M. Ménard qui seconde le tout. Oui, allez-y, M. Ficelle. Si vous permettez. Ici, évidemment, on parle de l'acquisition. On ne parle pas de l'usage encore. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui va venir ultérieurement, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est bon. Non, c'est juste on fait juste utiliser pour acquérir les maisons, puis par la suite, l'usage, on va avoir des discussions à savoir les meilleures formules pour qu'on puisse en faire profiter le plus possible nos citoyennes et nos citoyens. En voirie et hygiène du milieu, en 7 travaux de réfection durant Saint-Placide-Sud, décompte progressif. Sur la Saint-Placide-Sud, il y a un chantier de construction, il y a un chantier présentement qui a lieu, des travaux d'importance. On a investi cette année sur le réseau routier. Je pense que vous êtes à même de le constater. On a refait le boulevard Raymond-Mailloux dans la dernière semaine. Il y a le secteur Saint-Antoine-Nord qui, pour 1,2 km, qui est en pavage cette semaine. On a un 2 km du côté également du chemin Sainte-Croix. Il y a Saint-Placide, donc c'est quand même un investissement sur notre réseau routier. On doit prendre en charge notre réseau. Ça, c'est la même chose que lorsque je parlais de la dette en début de soirée. Si on n'investit pas sur le réseau routier et que nos routes sont de véritables champs de ruines, on n'est pas plus avancé lorsqu'on regarde l'état de nos infrastructures. Et pour le Saint-Placide-Sud, on avait réussi à avoir une subvention qui est quand même assez rare de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On parlait de 90 % de subvention, ce qui est quand même assez rare. Souvent, on est dans le maximum dans le 75, mais dans le 90, c'est assez rare. Et là, on a un montant à débourser de 505 748,78 pour notre consultant en surveillance de travaux. Il y a 488 752,48 sur le règlement d'emprunt et 48 875,24 sur la retenue de 10 %. Et comme je vous dis, là, c'est subventionné à 90 % par le MTQ. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer, si vous voulez. Bien sûr. Donc, M. Boilly propose. Est-ce que j'ai un secondeur? J'ai M. Fizette. Monsieur Pilote, si vous me le permettez, est-ce que cette artère-là aussi va être désignée pour la route verte? Il va y avoir des propositions de trajet qui vont se faire. Actuellement, le projet est en modelage, mais c'est un tracé qui est identifié pour l'instant. En 8, nettoyage des étangs, décompte progressif numéro 2. Les étangs, c'est pas, je le mentionne souvent, c'est pas le plus beau dossier lorsqu'on parle de la boue des étangs, mais c'est quand même un dossier qui est nécessaire pour l'organisation. On s'est engagé auprès aussi du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques à vidanger nos différents bassins. On en a 4. Et en raison des intempéries de 2023, on a demandé un délai en 2025 pour finir les 4 bassins. Et là, ce soir, on a un paiement à faire à Terra Vestra au montant de 117 762,59 et on se garde un montant de 37 000 en réserve pour compléter les dernières vidanges des bassins. Et ça, c'est pris à même le surplus, mais affecté. Tantôt, lorsqu'on a vu avec les états financiers, il y a certaines réserves, entre autres dans Nord Public, on en a une pour la vidange des bassins, donc c'est pris à même ces fonds. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai M. Boilly et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En 9, maintenant, raccordement des propriétés immunisées décret. Donc, lorsque les gens sont immunisés suite aux inondations, il y a quand même là, un drain à mettre autour de la fondation, une sortie d'égout pluvial à travailler avec la ville. Et ça, ce qu'on avait dit, c'est qu'on ne chargerait pas cette facture-là aux sinistrés, qu'on allait s'occuper de la facture du côté de la ville. Donc, pour l'instant, c'est un montant de 35 000 qui est pris à même le surplus pour qu'on puisse, qu'on puisse s'occuper des frais qui sont au moment où on se parle. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde.
En 10, location avec option d'achat d'un souffleur à neige, adjudication de la soumission. On avait un vieux souffleur là, pour souffler là, dans les rues et qu'on servait, là, un souffleur qui datait là, de 1984, donc il a fait quand même du bon travail là, pendant plusieurs années. Il est plus âgé que moi. Et là, ce soir, on y va avec J.A. Larue. Donc, c'est un souffleur là, au montant là, de 204 500 avant taxe. Cependant, là, c'est une location pour les 2 premières années avec option d'achat. Donc, les 2 premières années, on parle de 50 000 $ par année pour 2 ans, donc 100 000 $. Et ça, c'est à même notre budget de fonctionnement au niveau du fonds d'administration. Et pour le 104 500 $ restant, là, ce sera même le fonds de roulement. Quand je parle du fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes, donc on n'a pas d'intérêt là, lorsqu'on va là, avec des règlements d'emprunt normaux. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boily qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Maintenant, urbanisme et mise en valeur du territoire en 11, programme Rénovation Québec, propriété du 112-114 rue Saint-Jean-Baptiste, autorisation de paiement. Donc, c'est des fenêtres là, qui ont été changées là, sur le bâtiment. On parle d'un montant de 28 423 et 23. Il y a eu la reddition de compte auprès du service d'urbanisme et le tout est conforme. Et nous, il y a un montant de 14 500 $, là, même notre budget d'administration là, qui va être remboursé aux propriétaires. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 12, demande de permis en zone PIA. Donc, c'est le 45 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est pour agrandissement du bâtiment complémentaire l'existant aux dimensions de 10 par 14. Transformation en aménagement d'une unité d'habitation accessoire. On en a parlé précédemment dans la séance. Revêtement extérieur en bois au cannexel. Toiture en acier prépeint au même teinte que le bâtiment principal. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni et recommande d'aller de l'avant avec la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Bessonne, j'ai M. Ménard qui seconde. En 13, demande loisirs, parcs et culture, demande du Musée d'art contemporain dans le cadre du symposium pour le projet Rivage et Boisé. Donc, comme on a en août de chaque année, c'est le symposium d'art contemporain qui attire plusieurs milliers de visiteurs. On est bien fiers de compter le symposium sur notre territoire. Et cette année, ce que les gens du musée là, nous demandent, c'est d'installer un conteneur, là, comme on voit là, dans le cadre du marché de Noël, là, où il y a Illumine Baie-Saint-Paul, qui serait installé du 12 au 26 août à côté du pavillon Saint-Laurent. En fait, ces 2 conteneurs, c'est pour faire des ateliers d'artistes qui seront aménagés ainsi. Donc, c'est temporaire, mais c'est quand même intéressant là, d'amener l'art public également là, dans le secteur du pavillon Saint-Laurent. Il y avait 2 scénarios qui nous avaient été proposés, là, et c'est le scénario B, là, où les 2 conteneurs là, seront là, dans le coin là, du pavillon Saint-Laurent. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Bessonne et j'ai M. Ménard qui seconde. En 14, Fête nationale et Fête du Canada, différentes autorisations. Donc, Fête nationale et Fête du Canada, là, c'est pour autoriser l'affichage là, des événements. Ça s'en vient bientôt, ces activités. Pour la Fête nationale, le 23 juin, en soirée, derrière le Centre éducatif Saint-Aubin, on recevra l'artiste Marjo. Donc, ça va être une belle soirée où on espère que les gens seront au rendez-vous. Il y aura des feux d'artifice et un feu de joie. Et le 24 juin, là, le lendemain, il y aura la parade de vélo le matin. Donc, on a des autorisations pour des fermetures de rue le matin. Il y a la parade de vélo là, avec les familles là, qui sera au Carrefour culturel et qui empruntera là, la rue Forgette, René Richard, Racine, Saint-Aubin et Alfred Morin pour revenir là, dans le secteur du Carrefour culturel. Et en après-midi, il y a la traditionnelle parade là, de la fête nationale également là, qui va occasionner des fermetures de rue ou du moins un ralentissement de la circulation. Là. C'est le même trajet que les années antérieures, donc qui va partir du centre éducatif Saint-Aubin, se dérouler sur la rue Forgette, par la suite emprunter la rue Sainte-Anne pour aller sur la rue Leblanc. Ça va aller par la suite, ça va revenir sur Sainte-Anne, ça revient sur Leclerc, ça va sur la rue Saint-Joseph, ça va aller sur la rue Lavoie, ça va revenir sur la 362.
pour emprunter la rue Saint-Jean-Baptiste, pour par la suite la rue Saint-Paul, revenir sur Raymond-Mailloux. Après ça, ça revient dans le coin du centre éducatif Saint-Aubin sur la rue Saint-Aubin. On passe au niveau des bâtisseurs dans ce secteur-là et on revient devant le centre hospitalier pour terminer à la polyvalente. Donc, on espère que les gens seront sur place pour regarder la parade. Il y a plusieurs déjà chars allégoriques là, qui sont prêts là, et qui ont bien hâte de participer à la parade. Ceux et celles qui veulent participer également au défilé de la fête nationale, là, on peut communiquer avec nos services à la ville et pour embarquer dans la parade. Il y en a que ce soir qui n'ont pas l'air à vouloir être dans la parade. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en... Puis, et pour la Fête du Canada, là, c'est ce qu'on aura à la Fête du Canada. Donc, il y aura des festivités de la journée du 1er juillet dans le secteur là, du centre éducatif Saint-Aubin. Il y aura de l'animation pour les familles et pour toute la population en journée. En soirée, c'est le groupe Alfaro Coco qui sera présent et avec feu d'artifice. Cette année, c'est quand même des bons groupes. On investit, c'est la culture québécoise, des artistes qui viennent tous du Québec. Et je pense que ça vaut la peine de fêter autant la fête nationale que la Fête du Canada. Donc, on vous invite à participer aux festivités. J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En F, affaires nouvelles, délégation demande diverses tournois de balles donnés du 6 au 8 septembre. Donc, comme à chaque année, il y a un tournoi de balles sur le terrain de baseball qui a lieu. Ça attire quand même le bon an, mal an, plusieurs centaines de personnes. C'est intéressant. Et ce qu'on vient faire, là, c'est autoriser encore là, la gratuité du terrain. Donc, c'est souvent, les profits sont donnés à un organisme sans but non lucratif. Lorsqu'il y a des profits à la fin du week-end, on autorise la vente d'alcool et on permet là, de faire un petit feu de camp également là, sous l'autorisation du service incendie. Donc, on leur permet encore cette année de vivre cette activité. Et c'est bon pour l'économie. Il y a plusieurs équipes là, qui proviennent de l'extérieur de la région et qui vont consommer dans la région, là, que ce soit pour se loger ou encore s'alimenter. Donc, c'est bien intéressant d'avoir ce festival. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. En F2 maintenant, dimanches musicaux. Ça, c'est du côté de Maisons-Mères. L'an passé, ça s'appelait les brunchs musicaux. Là. Cette année, c'est les dimanches musicaux. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont venir faire justement jouer de la musique. C'est intéressant. Il y a des artistes de Charlevoix pour la plupart. Là, je ne veux pas nommer de scoop. Là. Il y a la conférence de presse qui aura lieu demain après-midi pour lancer l'activité. Mais la ville de Baie-Saint-Paul là, va être commanditaire là, pour 500 $ pour les événements. Et l'an dernier, ça a attiré quand même plusieurs personnes à ces activités. On espère encore une fois que les gens seront au rendez-vous. C'est des terrains qui sont magnifiques. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde. Maintenant, en G, la correspondance, c'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu copie, ont pu poser leurs questions et leurs commentaires auprès de l'administration. On serait rendu en H à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de mai. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Merci, M. le maire. Donc, les comptes du mois de mai, pour un total de 1 516 030, dont 1 102 766 représentent des montants de 25 000 et plus. Si on commence au niveau du fonds d'administration, nous avons les entreprises Jacques Dufour et Fils, le contrat de déneigement, le paiement numéro 6, un montant de 185 121. Nous avons GAIP, qui s'occupe de l'exposition permanente au pavillon du Saint-Laurent, un montant de 25 294. Nous avons la MRC de Charlevoix, la quote-part, la deuxième facturation de la quote-part, un montant de 725 450. Nous avons, comme d'habitude, Hydro-Québec, pour un total ce mois-ci de 34 494 pour tous nos bâtiments. Nous avons l'Association touristique régionale de Charlevoix pour un montant, la participation financière, un montant de 25 919 qui représente donc le fonds d'administration des dépenses totales de 1,2 2,82 donc 996 280 représentent des montants de plus de 25 000. Et si nous allons au fonds des dépenses d'immobilisation,
C'est un petit mois au niveau des dépenses d'immobilisation. 233 057, dont 106 486 sont des dépenses de plus de 25 000. Nous avons les constructions Saint-Gelais, plusieurs équipements, travaux pour, entre autres, les inondations, la restructuration des murs, un montant de 67 250. Et nous avons construction Pont Vicom, la même chose, mais on est du côté du mur ouest. Les réparations de la semelle du mur ouest, un montant de 39 234. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? J'ai M. Bessonne et j'ai M. Ménard qui seconde. On serait maintenant rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. M. Boily. Merci. Qui? Merci, Monsieur le maire. Non, juste parce qu'en toute continuité, j'avais invité le monde à participer, vous vous en souvenez, il y a quelques mois, à une espèce de réunion de famille pour faire une concertation, pour faire une consultation également. On est rendu là, on a reçu toutes les affaires, on a comme scanné un peu tout ce qui s'est dit cette journée-là, puis ce soir, cette journée, parce que c'était en PM puis en soirée. Ça a été vraiment très intéressant. On est rendu là. J'aurais aimé ça vous annoncer que le sondage est en place, mais présentement, on est dans les derniers fignolages. Il va apparaître bientôt. C'est un sondage sans prétention aucune. Ça représente bien, c'est quand même assez simple à remplir. C'est vraiment pas compliqué. Ça va nous donner un air d'orientation, tant au niveau des discussions et des décisions à venir pour le patrimoine culturel. Donc, pour les prochaines années. Donc, soyez bien à l'aise, répondez-y, puis allez-y. Présentement, on est sûr qu'on va visiter, On est loin, on est tard en région. On va quand même, mettons, avoir peut-être à l'automne un autre genre de sondage, un peu plus sur des moins d'ancienneté ou des plus jeunes qu'on va aller peut-être, mettons, voir pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensent du patrimoine culturel au niveau des classes. Mais ça, on va travailler ça au fur et à mesure. Donc, ça va comme ça. Ça fait que c'est ça. Donc, je vous remercie. Ça a été vraiment bien organisé. Puis, je remercie également l'équipe, là, Annabelle, Isabelle, Joanne, Gabriel Bouchard, du MAC, Pascal Pelletier et Annie Vaillancourt de la MRC. C'était des gens avec une patience d'ange, une équipe formidable. Tout le monde ensemble, on a mis nos énergies, puis allez lire et remplir le sondage. Le sondage, vous allez être vraiment ravis de ce qui s'en vient. Merci, M. le maire. Merci également, M. Boily, pour votre implication dans le dossier. M. Duchesne. Oui, bonsoir. Comme habituellement, petite chronique sportive. Donc, je vous apprends que les billets pour le match entre les Remparts et les Saguenayens de Chicoutimi seront mis en vente ce mercredi qui vient. Vous pourrez vous en acheter auprès de plusieurs points de service. Je vais les mentionner pour que les gens puissent en prendre connaissance. Donc, sur Sport Plus, à la ville de Baie-Saint-Paul, directement en ligne, ce sera possible. À la ferme Lamar également. Dans les stations-service Shell de Baie-Saint-Paul et de Clermont, également à l'hôtel de ville et auprès de toutes les personnes qui sont à la kermesse. Vous savez que c'est des gens très actifs à Baie-Saint-Paul. On les en remercie d'ailleurs. Moi, j'aurai également des billets à ma possession pour servir ceux qui en veulent. Ce sera une occasion en or de voir évoluer 2 équipes de la LHJMQ, la Ligue de hockey junior maritime Québec, il faut bien le dire. Les coûts des billets, pour les adultes, c'est 20 $. Pour les étudiants, c'est 12 $. Pour les moins de 12 ans, c'est 7 $. Et pour les enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit. Je tiens à souligner et à dire merci à tous nos vendeurs, parce que c'est un plus pour leur entreprise de vendre puis de tenir ça à même leur caisse pour nous permettre de bien réussir. Je vais parler au nom du conseil, votre conseil, et espère que vous serez là en grand nombre et soyez fiers de votre nouvelle aréna. C'est ça qui nous permet d'accueillir des activités de cet ordre.
Merci beaucoup. Merci, M. Duchesne. Mme Bouchard. Oui. Moi, je voudrais juste revenir sur un point qu'on n'a pas parlé pour les états financiers. Dans le fond, ce qui a fait une différence aussi dans notre surplus, c'est que, si vous vous souvenez, on a fait des ventes pour récupérer des taxes impayées. Soyez assurés que dans le présent ou dans le futur, on sera vigilant par rapport à ça parce qu'on en a fait une vente l'année passée qui a fait une belle différence. Moi, je paye mes taxes. Les gens autour de la table ici les paient, probablement la majorité. Donc, c'est important que ça se soit fait de nos citoyens. Donc, nous, on a vu la première liste. Une chance, ils n'ont pas tous été affichés. Donc, ça a fait quand même une belle différence au niveau là, de nos états financiers. Fait que faut juste être vigilant. Puis, je vous encourage, là, si jamais vous avez plus de difficultés à payer vos taxes pour une situation financière plus difficile, bien, je pense que vous êtes capable de venir là, voir la ville et des fois, il y a des petites ententes qui peuvent se faire qui vont vous alléger puis qui vont faire en sorte aussi là, que vous allez garder votre demeure puis qu'on va payer les taxes. Voilà. Merci, Mme Bouchard. M. Ménard. Oui, Monsieur le maire, vous en avez glissé un mot tantôt. Demain après-midi à 15h, c'est la conférence de presse pour le lancement des dimanches musicaux. Plusieurs nouveautés cette année. Si vous voulez, suivez-nous par tous les médias, ils vont être là. Et je vous encourage à venir nous visiter aussi cet été. Ça va être très agréable. Merci. Merci, M. Ménard. M. Fizette. Oui, merci, M. le maire. Quelques petits mots concernant le boisé du quai. Nous avons un comité du boisé qui s'est mis en fonction, bien que tardivement. Et les premières actions qui seront commises, c'est... excusez-moi, question technique. Merci, monsieur. Alors, je n'ai pas besoin de répéter, je pense que j'ai été bien entendu. Oui, les premières mises en action sont évidemment pour des situations qu'on considère comme étant urgentes, savoir la protection des dunes et également la protection là, des sentiers. Et puis, c'est sûr que c'est un secteur très fragile. Okay? Quand on parle du secteur du quai, c'est quand même plus que le boisé, mais c'est tout ce qui tourne autour du boisé également. Alors, c'est entendu que si nous commettons des actions pour le rendre plus convivial et que nous n'avons pas la participation des utilisateurs, des gens qui fréquentent le milieu, c'est clair qu'on fait des investissements inutiles, puis c'est aussi clair que ce milieu fragile va se détruire. Il a déjà été impacté par le passé. Alors, j'invite les gens à redoubler de précautions. C'est entendu également que ce ne sont pas que les résidents qui utilisent les lieux. On a des touristes. Alors, donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se gêner devant quelqu'un qui serait en train de détruire quoi que ce soit ou encore en train de non respecter là, les consignes qui seront améliorées là, dans le secteur. Alors, c'est ce que je voulais faire, nous inviter tout le monde à prendre précaution de ce milieu. Merci, M. Fizette. M. Besson. Vous me permettrez de revenir succinctement sur le dossier de tout à l'heure sur la rue Richelieu. Pas en parler plus en détail, mais seulement pour dire aux citoyens là, que c'est pas parce que ça fait un dossier auquel vous avez déjà parlé à la ville, mettons, en 2017 ou en 2015, puis qu'il n'y a rien qui a bougé à ce moment-là, puis tout ça, ou que vous avez des gens autour de vous qui font un peu ce qu'ils veulent, puis que ça nuit à votre qualité de vie, que vous devez endurer ça. Fait qu'hésitez pas à revenir nous voir, à nous en parler. Nous, on prendra le temps que ça prendra, mais des dossiers comme ça, il faut que ça se règle. Puis vous avez le droit à une qualité de vie à Baie-Saint-Paul. Puis, n'hésitez pas à interpeller vos conseillers, conseillères, la fonction publique. On est tous là pour ça. Donc, c'était surtout ça que je voulais dire, là, parce que c'est ce dossier-là. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Besson. Maintenant, période d'intervention du public. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient aller au micro? Je vous inviterai à y aller à l'arrière, vous identifier et par la suite, vous pouvez y aller.
Bon, ça marche. Oui. Lucie Carré, directrice générale de l'Éveil Charlevoisien. Je suis ici pour ça précisément. Donc, Monsieur le maire, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, j'aimais mieux être là qu'ici. Pas le fun, ça. Dans le fond, je voulais porter à votre attention, je vais essayer d'être bref. Je sais que c'est une période de questions, je ne veux pas faire un monologue, je l'ai déjà vécu. Je veux juste porter à votre attention que, comme vous l'avez parlé tout à l'heure en voirie, le boulevard Raymond-Mailloux a été refait. Il a été refait peut-être un peu au détriment de certaines personnes, dont nous. Présentement, on vit des situations, je dirais, très inconfortables. Dans le fond, si vous vous remettez en contexte, il y a le 4-stop d'ajouter ou la garderie, la nouvelle entrée, et il y a des terre-pleins qui ont été ajoutés. Ce qui fait en sorte que pour nous, à l'Éveil, où est-ce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui viennent, qui sortent, qui rentrent, on a aussi des intervenants, on a des intervenants qui partent avec des usagers à bord. On a aussi, tout de suite à côté de nous, la maison du Havre, je ne sais pas si ça se dit la maison, mais en tout cas, vous savez de quoi je parle, qui ont la même entrée que nous, qui vivent le même problème que nous. C'est-à-dire que quand on doit sortir de notre entrée, il faut absolument tourner à la droite, donc vers la sécurité incendie. On n'a pas beaucoup de choix de réponse rendu là. On se tourne dans le cours du sécurité incendie, on fait un U-turn ou le nouveau terre-plein, on rentre dans le cours du Maxi, on revient, parce qu'il faut aller sur la route 138. On a tout vu, là. À date, là, ça fait pas longtemps, là, du monde qui partent sur la piste cyclable pour aller prendre le 4-stop. On a des U-turns qui se font à peu près partout. On a du monde qui part carrément à l'envers. Là, je vous parle d'une piste cyclable qui passe pratiquement dans la cour de l'Éveil et du Havre. On parle de vélo, on parle de skate, on parle de triporteurs qui vont aussi vite que des autos, sinon plus. Il y a vraiment un enjeu de sécurité. Il va arriver quelque chose, je vous le dis, là, à chaque jour. Encore aujourd'hui, on est sorti porter des poubelles, puis, dans mon bon français, ça a failli fesser. Le monde ne se voit pas au stop, puis les stops sont faits un peu à l'anglaise. Quand nous, on vient pour sortir, c'est drôle, on n'a jamais le moment de s'envoyer. Les chars, c'est un après l'autre. Je ne sais pas quelle sorte de stop qu'ils font, mais clairement, on n'a pas le temps de sortir. Là, il y a le trafic d'été qui s'en vient. On fait comment pour sortir, nous autres? Je le sais que vous allez me répondre, bien, vous allez voir M. Jean-Daniel jeudi. Mais M. Jean-Daniel, je le sais qu'il n'a pas le pouvoir. En avant, vous avez plus de pouvoir. C'est pour ça que je suis ici. Puis je ne voulais pas que ça retarde encore en juillet, en août. Il faut avoir une solution. Puis ce serait le fun que ça ne prenne pas des années. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Est-ce que ça a été porté déjà à votre attention? Parce que ici, je vais vous la remettre. C'est toi la greffière? Es-tu une greffière? Oui. Le greffier est juste ici. Oui. C'est les médias à l'arrière. Oui, c'est donc, je vais vous remettre la pétition qu'on a portée, toutes les situations que je viens de vous nommer, qui sont portées à votre attention avec une quarantaine de signatures. Et ça s'est fait la semaine passée parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas si vous étiez déjà au courant de la situation, si ça avait été porté à votre attention. Je vous invite à venir faire un petit tour, 37 boulevard Raymond-Mailloux. Venez faire un petit check-up, vous allez en avoir pour votre argent, je vous le garantis. Bien, merci, madame. Je vous dirais que moi, c'est la première fois que j'en entends parler officiellement, là. C'est sûr que, oui, monsieur le greffier va prendre la pétition. Elle est déposée officiellement au conseil et par le biais du service du greffe. Vous me mentionnez que vous avez une rencontre là, avec un représentant de l'organisation ce jeudi. Je n'étais pas au courant non plus. C'est clair qu'on va regarder. Je ne peux pas vous dire ce soir, est-ce qu'on va enlever le terre-plein, on va remettre un sens unique. Bref, on va attendre que les gens de nos équipes là, s'assoient avec vous, qu'ils nous fassent des recommandations. Mais c'est clair qu'on s'attend à un suivi et on va l'exiger là, de la part de la fonction publique. Et en temps et lieu, s'il y a à prendre des décisions, on en prendra. On en a pris quand même pour sécuriser le secteur. Hein. Il y avait déjà dans le passé des problématiques là, dans ce secteur-là. Ça, je l'ai déjà
déjà entendu parler. Et la question de la reconfiguration de l'intersection, oui, c'est arrivé avec tout l'aménagement pour la nouvelle garderie, mais on a mis des mesures et il y a des gens qui me disent que ça circule moins vite. Est-ce qu'il y en a encore qui passent rapidement? Mais vous me dites que oui, mais c'est comme je disais d'emblée en début de séance, hein, ça roule vite partout, mais oui, on va faire des actions. Lesquelles actions seront mises en place? Je ne peux pas vous dire ce soir qu'est-ce qu'on va faire, mais du moins, là, on va vous rencontrer. Nous, on va demander à nos professionnels à la Ville, autant au département de la sécurité publique que du service du génie, là, de nous arriver avec des solutions. Qu'est-ce qui peut être fait? Okay. Monsieur Jean-Yves Simard, qui est le propriétaire de notre location, nous sommes en location là, on a parlé avec lui, puis ce qui a été apporté par la Ville, pour nous, c'est pas comme une solution, parce que ce qu'il nous disait, c'était que M. Simard pouvait carrément couper des stationnements puis qu'on puisse passer pour aller prendre le stop de la garderie. Ça enlève des stationnements. Il y a un poteau avec une gaille pour le retenir en plein milieu de tout ça. C'est assez complexe. Je vais vous avouer là, qu'à court terme, vite de même, c'est dur de trouver des solutions, mais il va falloir absolument soit qu'il faut couper le terre-plein ou whatever, mais il faut que ça sorte à quelque part pour la villa et pour nous, parce que c'est quand même vite fait, quarantaine de personnes tous les jours qui peuvent sortir de là et plus. T'sais. Puis c'est vraiment l'enjeu de sécurité. Vélo, la semaine passée, moi-même, j'ai failli pogner un triporteur. Je ne sais pas d'où ce qui sortait. J'ai vu arriver devant moi. Je ne sais pas d'où ce qui sortait, mais ça va très vite. Puis ça arrive comme... Il y a les blocs de béton aussi qui sont encore là pour la rivière. Donc, merci beaucoup. Je vais attendre le retour. Ça fait plaisir. Puis comme je vous dis, il y a des actions qui ont été posées. Maintenant, à savoir si c'était les bonnes ou on peut les améliorer. Là, vous dites que ça a l'air compliqué aussi. Moi, je ne suis pas ingénieur. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Donc, on va demander à nos gens à l'interne, du moins, de communiquer avec vous puis de regarder qu'est-ce qui peut être fait comme action pour que ça soit le plus acceptable dans le secteur. Oui, parce que c'est un enjeu de sécurité quand même. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Prochaine question. Bonjour, je m'appelle Yves Giroux, j'habite au 75 rue Saint-Joseph. Je fais partie des sinistrés de moi. Et puis, je parle un petit peu en notre nom d'un comité de citoyens là, qui voudraient s'impliquer dans la suite des choses, mais qu'on se rend compte que c'est de plus en plus opaque, la suite des choses. On a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions sans réponse. On a beaucoup de oui-dire. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait clarifier. Mais la seule chose que je veux poser une question aujourd'hui, la question que j'ai aujourd'hui, c'est que, on est rendu à peu près 10 démolitions dans notre quartier. On en a appris 4 autres aujourd'hui qu'on ne le savait pas. Hein? On a peut-être vu l'affiche dans la vitre devant, mais celle du 76-78 Saint-Joseph, celle du 80, peut-être l'affiche était devant, mais à ma connaissance, ils n'ont jamais passé au comité de démolition. Si je peux juste vous répondre là-dessus, M. Giroux. Quand il y a eu les reports en avril puis tout ça, là, il y a eu vraiment... les règlements ont été vraiment suivis. Et lorsqu'une résidence qui est jugée de niveau patrimonial faible et qu'elle a des dommages pour plus de 50 %, elle n'a pas à passer devant le comité de démolition. C'est un permis qui est octroyé directement par le service d'urbanisme. Donc, ça passe même pas à nous. Mais ce règlement-là, il est cité où? C'est dans le règlement de démolition de la Ville. OK. Il n'y a pas eu de modification, c'est dans le règlement au niveau de la Ville qui était déjà en place. Donc, ils étaient toutes faibles, celles-là? Pardon? Les 4 étaient toutes faibles, c'est ça? Là, je n'ai pas devant moi le dossier, mais oui, si ça a été ce qui a été donné, je ne peux pas vous dire s'il y en a qui ont été donnés dans le passé, mais il y en a, par exemple, que je me souviens que c'était du règlement... 2 des 7, c'est sûr. C'est ça, les deux, mais... c'est pas patrimonial, les 7. C'est pas patrimonial. C'est ça. OK, peu importe. OK. C'est bon, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui était comme très connu et su de tout le voisinage, de toute façon. Là, le comité de démolition a été agrandi à tous les membres du conseil pour, je pense, expédier un peu les décisions, sauf que le comité se retrouve maintenant à être sans rappel, et puis, sans appel, pardon. Et puis, sans droit de parole non plus pendant les séances. Parce que la dernière fois, moi, je me suis présenté puis il n'y avait aucun droit de parole pendant la séance.
Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, il y a une période de consultation publique là, sur les dossiers. La dernière fois, c'est parce que le tout a été reporté, mais demain, il y a un comité de démolition, il va y avoir consultation sur les dossiers. Pour l'appel, dans le fond, ce que la loi sur l'aménagement du territoire dit en urbanisme, c'est qu'il y a appel pour un citoyen. C'est pas... les gens mélangent, je pense, le concept que j'ai un droit d'appel, mais le droit d'appel, c'est pour se faire entendre devant le conseil municipal s'il y a un comité de démolition. Puisque lorsqu'un comité de démolition est mis en place dans une municipalité, bien, c'est pas tout l'ensemble des membres du conseil. Hein. C'est 3 personnes, puisque le législateur, en l'occurrence le gouvernement du Québec, a voulu, c'est de laisser la place à un citoyen de se faire entendre devant le conseil municipal, puisque 3 membres du conseil municipal, bien, c'est 3 personnes sur 7, c'est pas le conseil municipal. Et lorsqu'on choisit de mettre tous les membres du conseil municipal, bien, la personne se fait déjà entendre par le conseil municipal. Mais c'est pas nécessairement un droit d'appel, comme on peut dire, puisque l'ensemble des décisions du conseil municipal, ce soir, vous avez vu, on a donné des dérogations mineures, il y a eu consultation, puis on a dit oui. Bien là, ce soir, ça a été oui, mais on aurait pu dire non, et le citoyen n'a pas un droit d'appel. C'est pas d'emblée qu'un citoyen a un appel sur les décisions du conseil municipal. Donc, c'est vraiment là, les gens vont être entendus devant l'ensemble du conseil municipal déjà lorsqu'ils présentent un dossier. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'appel possible. OK. Et puis, l'ordre du jour du comité de demain, il est publié où? L'ordre du jour, il doit être sur le site Internet là, présentement s'il est là. Erreur Mais... 404 depuis 2 semaines sur Okay. la page du comité de démolition. Donc, tu sais, je veux dire, l'opacité est assez impressionnante parce que l'ordre du jour n'a pas été nulle part. Là, je veux dire, il n'existe pas. Fait que, tu sais, je le sais par bouche à oreille qu'il y a une réunion demain, mais l'ordre du jour n'est pas sur votre site. Puis ça fait longtemps que c'est planté, cette page-là. Demain, il y a 4 dossiers. Dans le fond, il y a 3 dossiers de démolition du secteur suite aux inondations, puis il y a un autre dossier qui est dans un autre secteur de la ville là, qui n'a pas d'intérêt là, avec la démolition. OK. Parce qu'en tout, en tout cas, nous, on a un comité, on est allé vers vous pour essayer de travailler avec vous. Il n'y a pas vraiment eu de retour de votre part. La frustration est à un niveau assez... La dernière rencontre, on avait proposé quand même une date, là, puis ça a été annulé. Puis ça n'a pas été annulé. Il y a eu une demande de report, puis il n'y a pas eu de retour de votre part. C'est tout. Ça n'a pas été annulé. Mais il y aura une autre rencontre ultérieurement. Okay. Mais c'est pas une question de cacher. Il n'y a rien, il n'y a pas... On ne veut pas cacher les choses. Ça, c'est le site Internet, honnêtement, j'imagine que c'est... Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait exprès que ça soit buggé. Je vois le directeur général qui a pris des notes, puis on va demander aux gens des communications de réparer le tout. Moi, vous êtes le premier à me le dire ce soir qu'il y avait un bris sur la page au niveau du site Internet. Là. Ça va, sauf que, tu sais, publier des ordres du jour, me semble, c'est la place, c'est le véhicule de communication. Je pense que ça doit être affiché aussi, M. le greffier. Est-ce que c'est affiché à l'entrée sur le babillard? L'avis est affiché, OK. Mais on va s'améliorer, comme je l'ai dit, on n'est pas parfait là-dedans, mais loin de là l'idée de cacher les choses. OK. Bonjour. Mon nom, c'est Nathalie Houle, résidente au 49 Saint-Joseph. Moi, c'est le sujet le moins glorieux, soit la vidange des boues. Ça m'a interpellée ce soir. Je n'étais pas au courant de ça, là, mais vous savez, on avait déjà discuté des projets pilotes pour les quartiers blancs. Est-ce que c'est encore en vigueur à Baie-Saint-Paul? Il y avait eu des discussions, justement, là, qui avaient été faites pour l'essayer dans le secteur du quartier Filion. Il y a eu un essai. C'était partiel puisque le devis n'avait pas été fait là, avec l'entrepreneur, okay. Tout ça. Le devis a été refait. C'est sûr que ça n'a pas été mis officiellement, mais c'est un dossier qu'on devra s'asseoir éventuellement puis rediscuter ça avec les équipes, évidemment. C'est pour ça que quand j'ai vu le sujet, là, je sais que c'est pas mal le temps de préparer les devis là, pour les appels d'offres pour... le déneigement, là, parce que moi, je l'ai dit, je demeure dans la rue Saint-Joseph, là, il y a une quantité de sable phénoménale qui est épandue dans nos secteurs. Puis, je vous dis que des fois, il y a une petite annonce de neige, 3-4 brins qui tombent, là. On voit, ça passe encore. Il y a du sable, il y a du sable, il y a du sable, c'est épouvantable. Puis, vous le savez, la vidange des boues, tous ces bouts-là, là, tout ce sable-là, bien, quand il pleut, c'est toutes les civils, ça s'en va tout dans les conduites pluviales, ça s'en va tout dans nos égouts. Puis, tout le nettoyage que vous avez à faire au printemps, puis la disposition de tous ces sables contaminés-là, moi, j'aimerais bien sûr que ça soit fait dans mon quartier. On est un beau quartier patrimonial, d'ailleurs. Ça serait beau d'avoir un quartier blanc. Puis, je ne suis pas la rue la plus rapide, fait que... Mais j'aimerais ça, sans farce, M. le maire, j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire un essai pilote dans notre quartier.
Parce que c'est incroyable la quantité de sable qu'il y a là, ça n'a aucun sens. C'est sûr que cette année, on n'est pas là, à revoir le contrat avec l'entrepreneur en déneigement, mais au moins avec le comité de travaux publics là, qui va siéger là, avant la saison hivernale, on va essayer du moins d'amener le point. Puis même si on ne peut pas le mettre dans le devis, qu'on puisse en discuter avec l'entrepreneur et passer un message pour le sensibiliser à diminuer à tout de moins parce que ça, on en avait déjà parlé. Je pense qu'on en avait déjà parlé avec M. Duchesne, d'ailleurs, parce que moi, dans mon ancienne vie, on avait travaillé beaucoup sur ce projet-là, puis on en a fait des quartiers blancs, puis il n'y a jamais eu d'accident, d'accrochage ou quoi que ce soit, là, puis des intersections glissantes, là, ça n'existait pas, là, les gens étaient respectueux de ça, puis je ne dis pas qu'il n'y avait jamais de sable qui était mis, c'était un type d'abrasif qui est plus en petite roche, là, mais sauf qu'on le met une fois, puis on peut le remettre après 10 ou 15 tempêtes de neige, là, parce qu'il revient tout le temps, cet abrasif-là, puis ça avait vraiment eu un impact au niveau là, de l'ensablement, puis tous les résidents du quartier le disaient, là, qu'on ne rentrait plus de sable dans nos maisons parce qu'il n'y en avait plus dans les rues. En tout cas, c'est un dossier qui me tient à cœur, puis si jamais vous avez besoin, moi, j'aimerais beaucoup y participer. Tu te souviens, Gaston, on avait beaucoup d'informations, là, puis je l'ai encore toute cette info-là. On va ajouter ce point-là à l'ordre du jour du prochain comité de travaux publics. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Tu voulais-tu que je parle des terrains vacants? Ah, bon. On va faire suite au comité. Tantôt, on a parlé là, des terrains, les maisons qui vont être démolies, puis les terrains vacants. Je sais que vous en avez parlé, que oui, vous allez vous pencher là-dessus. Nous, on aimerait beaucoup être impliqués puis consultés parce que, on le dit souvent, on est une rue patrimoniale. On avait un certain cachet à l'époque, là, qui va quand même transformer, il faut se le dire. Par contre, on veut conserver. C'est une rue qui est très étroite, qui n'a pas beaucoup de circulation. Il y a des... Je dirais que c'est une rue qui est comme familiale. Hein? On se parle au travers de nos balcons, puis tout ça. Je ne voudrais pas que notre rue devienne avec des stationnements, parce qu'on manque de stationnement dans le centre-ville, une multitude de parcs, puis tout ça. Ben, j'en avais déjà parlé, ça serait bien dans certains terrains. Là, on sait que la rue des Cèdres va être quasiment déserte. Là. J'ai vu encore là, d'autres qui vont être démolis. Vous savez, la pollinisation pour les abeilles, le monarque aussi. Là. Fait que mettre des terrains, ça peut être des fleurs sauvages. Ensuite, mettre peut-être aussi des panneaux explicatifs pour le citoyen qui trouve que ça a l'air d'un terrain abandonné, là, pour expliquer le pourquoi qu'on fait un terrain comme ça, que c'est pour la pollinisation des abeilles, la production du monarque, justement, qui est en voie de disparition. En tout cas, bref, plus des beaux projets comme ça. Du stationnement, je vous avoue, actuellement, là, il y a une maison, nous autres, les gens n'habitent plus là-dessus. Là. Il y a une espèce de camion du CN qui est là-dessus. Il y a 2-3 voitures qui sont là. Ma voisine d'en face qui voit ça, c'est pas très beau pour elle. Fait qu'on ne voudrait pas s'en venir avec ça. On voudrait quand même garder notre beau cachet de notre rue patrimoniale parce que là, les démolitions, je pense que on est pas mal vers la fin, là. Puis les maisons sont pas mal rénovées, vont être en finition là, pour le revêtement extérieur. Fait que j'aimerais ça que par après, on puisse avoir une belle rue tranquille comme on avait à l'époque. Il va y avoir des consultations, c'est sûr et certain. Bon, on veut être impliqués. Oui, vraiment. Vous allez être impliqués là-dedans, ça c'est sûr. Bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non. Est-ce que M. Bouchard, on avait eu des questions au préalable? Non, donc il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Également, un bon début d'été. On se retrouve le 8 juillet. Est-ce que j'ai un proposant pour la levée de la séance? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. Merci et bonne soirée.